Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. L'édito du quotidien français Le Monde n'est pas allé par quatre chemins. Il a trouvé les mots justes pour décrire parfaitement l'actuelle image désastreuse de l'Algérie à cause des ravages de la répression exercée contre les opposants et les libertés publiques ou individuelles. Hassan Qadi placé le 29 décembre sous mandat de dépôt et la mise sous scellé des locaux de Radio M et Maghreb émergent. L'heure est à la sidération face à la fuite en avant répressif d'un régime en pleine revanche après avoir craint pour sa survie. A raconté ainsi dans un émouvant éditorial de la direction du quotidien Le Monde. Le régime d'Alger n'a pas l'air de se soucier, autre mesure de l'effet calamiteux qui en découle sur son image. L'admiration qui avait inspiré les spectacles de foule pacifique et joyeuse du Hirak, qui avait radicalement renouvelé le regard porté sur l'Algérie, n'est plus qu'un souvenir en charpie. L'heure est à la sidération face à la fuite en avant répressive d'un régime, en plein revanche, après avoir craint pour sa survie. L'attaque en règle contre le pôle de médias de M. El-Qadi n'est que le dernier épisode d'une campagne de démantèlement méthodique, ciblant depuis 2 ans les foyers résiduels du Hirak. Nombre de leurs figures sont acculées à l'exil pour échapper à la prison, toute critique du système dirigeant relevant dorénavant d'incrimination, de terrorisme ou de sabotage. L'atmosphère est devenue à ce point étouffante que les Algériens en viennent à considérer que le pluralisme d'opinion se portait mieux sous l'ère de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, pourtant honni par sa dérive dans la corruption et le népotisme. Le régime du président Abdelmadjid Tebboune se sent pourtant assez en confiance pour ignorer les dégâts collatéraux de sa surenchère autoritaire. Il continue aussi, les démocrates algériens ne devront guère espérer des chancelleries européennes, en tout cas dans le répertoire des déclarations publiques. Mais d'autres formes de soutien doivent être dispensées, en particulier l'accueil d'exilés conformément aux lois de l'asile et le refus de céder à des demandes d'extradition d'opposants qui ont fait le choix courageux et honorable de militer pacifiquement pour des droits fondamentaux. Il faut également espérer pouvoir compter sur la solidarité que des sociétés civiles du nord de la Méditerranée peuvent témoigner, afin que les démocrates d'Algérie ne se sentent pas abandonnés. Chacun doit être bien conscient de l'impasse à laquelle est condamné l'entêtement sécuritaire à Alger. Il est illusoire de vouloir consolider le front interne pour reprendre le mot d'ordre officiel en asphyxiant la citoyenneté, l'indispensable ferment de toute nation. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de la situation et l'image de notre pays que cet édito du journal français Le Monde? Rien. Le journal Le Monde fustige le régime algérien. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Pierre Audin, fils de Maurice Audin, qui est avec nous depuis Paris via Skype. M. Pierre Audin, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez, Pierre Audin? Bonsoir. Oui, je vous entends. Ah, très vous bien. ne m'entendez pas. Très bien. Bonsoir, merci de votre invitation. Et, merci beaucoup, M. Pierre Audin. Je vous remercie beaucoup. On aura le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission Maître Nabila Esmaïl, avocate, militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger. Mais aussi, on aura le plaisir d'accueillir M. Chérif Lounès, universitaire, retraité, Aix-en-Provence. Il sera avec nous par téléphone depuis Aix-en-Provence, en France. Monsieur Pierre Audin, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter
meilleurs vœux pour cette année nouvelle 2023. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation que vit notre pays, l'Algérie? Vous y êtes rendu plusieurs fois. Bien sûr, on va revenir sur l'arrestation de Hassan al-Qadi. Mais en général, qu'est-ce que vous en pensez de la situation que vit notre pays politiquement, mais aussi sur la question des droits de l'homme? Disons que j'ai écouté ce que vous disiez précédemment. Vous avez dit qu'il n'y a plus rien à dire, donc il n'y a plus rien à dire. Je pense que l'éditorial que vous avez retransmis montre bien qu'il y a quand même un vrai souci. Avec cette affaire de l'arrestation de Hassan el-Qadi et de la fermeture des locaux de travail d'une trentaine de personnes à Radio M et à Maghreb Émergent. Je pense que c'est quelque chose d'assez embêtant pour l'image de l'Algérie. Et ça coince un petit peu, je pense, les autorités algériennes à l'heure actuelle. Par exemple, je pense que actuellement, au niveau de l'Assemblée nationale française, il y a un député du Front National, du Rassemblement national, José González, qui a fait un discours au début de la session de l'Assemblée nationale, mais qui se retrouve maintenant dans un groupe d'amitié France-Algérie au sein de l'Assemblée nationale. Et il est même un des vice-présidents. Qui a été nommé vice-président donc de ce groupe d'amitié, alors que c'est quelqu'un qui est quand même un nostalgique de l'OAS. Je pense que les Algériens savent de quoi je parle quand je parle de l'OAS. J'ai quand même l'impression qu'il serait bien que l'Algérie puisse réagir officiellement à une chose de cette signification, quoi, disons. Et j'ai l'impression que, effectivement, au niveau de la crédibilité, l'Algérie n'a pas la crédibilité qui permettrait de réagir à ce genre de choses, puisqu'elle se met, contrairement aux règles internationales qu'elle a acceptées, qu'elle a signées dans différents traités, elle arrête et elle met en prison des journalistes dont le seul crime est d'avoir fait leur travail de journaliste. On est dans une période au XXIe siècle, en l'an 2023 désormais. Le XXIe siècle est bien entamé quand même. Et on a une situation comme ça qui n'est pas conforme au droit international et à ce que devrait être l'Algérie et le développement de l'Algérie dans le cadre d'une communauté internationale à laquelle elle devrait participer pleinement. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, par exemple, j'ai appris aujourd'hui que en Algérie, les couleurs de l'arc-en-ciel vont être interdites. Mais j'ai quand même l'impression que les Algériens, à l'heure actuelle, ils n'ont pas besoin de nouvelles interdictions. Ils ont besoin de nouveaux droits. Ils ont besoin de nouvelles possibilités. De nouveaux droits comme le droit de travailler, d'entreprendre, le droit de voyager, de se déplacer, le droit d'accéder à la culture. La culture, c'est pas seulement des danses folkloriques et de la musique folklorique. La culture, c'est le cinéma, le théâtre, la littérature, la culture scientifique. Toutes ces choses-là ne sont actuellement pas présentes en Algérie. Et je pense que c'est quelque chose qui serait important de donner ces nouveaux droits aux Algériens, plutôt que d'essayer à tout prix de les empêcher de réfléchir, de dire ce qu'ils pensent, de penser des choses. Les journalistes sont... Je sais pas, Hassan el-Qadi, c'est le dernier journaliste qui a été arrêté, mais malheureusement, c'est pas le seul. C'est pas le seul, absolument. Et Zohair Aberkan qui est condamné en appel à 6 mois de prison. 6 mois de prison, enfin. Abdelkrim Zegiresh, Ken Zahato, tout ça, ce sont des gens qui sont systématiquement poursuivis pour ce qu'ils font comme travail de journaliste. Et pas pour autre chose. C'est pas du droit commun, c'est pas n'importe quel Algérien, y compris un journaliste, pourrait
être passible d'actes de droit commun ou des choses comme ça. Non, là, c'est pas le cas. La raison pour laquelle on les arrête, la raison pour laquelle on les emprisonne, c'est parce qu'ils font leur travail de journaliste. C'est quand même un vrai souci au XXIe siècle. C'est quand même un vrai souci. Revenons, Monsieur Perrodin, sur la relation algéro-française. C'est une relation qui connaît beaucoup de hauts et beaucoup de bas et de hauts. Bien sûr, on se rappelle des déclarations de Monsieur Macron, le président français, qui a qualifié le système algérien de politico-militaire. Est-ce que vous pensez que cette relation et que beaucoup peut-être d'Algériens, entre guillemets, des hirakistes, qui pensent que le pouvoir en France ne va pas très loin concernant donc les exigences du peuple algérien, surtout les exigences du Hirak? C'est clair, malheureusement, le Hirak n'a pas été soutenu, en particulier comme révolution du sourire, comme révolution pacifique, avec beaucoup de calme, de bonne humeur, tout un tas de qualités qu'on a rarement vues dans le cadre d'une révolution. C'est bien dommage que les journalistes français n'aient pas mieux suivi l'affaire. C'est bien dommage que les politiques français n'aient pas mieux suivi l'affaire et n'aient pas mieux défendu le peuple algérien, qui s'exprimait de cette façon démocratique et souriante et civilisée, etc. C'est malheureusement, on va dire, j'ai l'impression que on fait semblant de temps en temps d'avoir des hauts et des bas entre la France et l'Algérie. C'était bien pratique pour le président algérien, par exemple, de se retrouver soutenu par l'ensemble du peuple algérien dans la réaction aux propos du président français. Donc, peut-être que j'ai tort, mais j'ai quand même l'impression que c'était un petit peu fait exprès pour aider le pouvoir algérien à souder la société algérienne derrière lui en réaction aux propos du président français. Finalement, il suffit d'avoir un petit peu besoin de gaz et de pétrole pour que tout s'arrange entre ces personnages qui sont censés être en désaccord. Non, ils ne le sont pas tellement. Hein, quand il s'agit juste de vendre ou d'acheter du gaz ou du pétrole, tout va bien, tout se passe bien et on s'entend sans problème. Et pourquoi, d'après vous? Parce que même l'édito du journal Le Monde est revenu donc sur cette question. Il a dit aussi les démocrates algériens ne devront guère espérer des chancelleries européennes. Pourquoi, d'après vous, alors qu'on sait très bien que parmi les points où il y a des désaccords entre l'Algérie et la France, cette question de visa, mais aussi cette question aussi de rapatrier, si on peut dire, les non-papiers, les sans-papiers, pardon. Est-ce que vous pensez que par cette approche, par cette politique, on est en train encore d'empirer le problème algérien ou l'impasse algérienne, comme ça a été donc dit dans le journal Le Monde? J'ai vraiment l'impression que l'économie est plus importante que les droits de l'homme, aussi bien pour la France que pour l'Algérie, et que pour tout un tas de gouvernements et de pouvoirs à travers le monde. Les propos gentils sur les droits de l'homme, on les oublie très rapidement quand il s'agit de faire affaire avec, ou de redistribuer, disons, la façon dont on fait les choses pour obtenir du gaz, du pétrole, etc., quand on n'en a pas. Jusque-là, on était très content de le faire avec les Russes, maintenant on va le faire avec les Algériens. Que ce soit la France, ou l'Espagne, ou l'Italie, ou l'Europe, tout le monde sera très content de profiter de ces nouvelles possibilités. Et donc, on va s'asseoir sur les droits de l'homme comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Et pourtant, des milliers d'Algériens qui essayent donc de traverser la Méditerranée pour aller vers l'Europe, l'Espagne, la France, l'Italie, ces Algériens qui quittent l'Algérie parce que
il n'y a pas de liberté, il n'y a pas il n'y a pas une politique d'ouverture. Est-ce que vous pensez actuellement, on est dans une situation où le pétrole et le gaz rapportent beaucoup d'argent à l'Algérie? Je pense que ce serait une bonne occasion de compter sur les Algériens et en particulier sur les jeunes, pour construire une économie qui ne soit pas simplement l'économie du pétrole ou du gaz, mais qui soit une vraie économie, parce que le tarif du pétrole et du gaz tel qu'il est à l'heure actuelle, ça ne va pas durer éternellement, de même que le pétrole et le gaz ne vont pas durer éternellement. Donc il serait assez futé de profiter des rentrées de devises, etc., grâce au pétrole et au gaz, pour construire une économie avec les jeunes qui rêvent de faire leur vie en Algérie, qui ne souhaitent pas s'en aller, qui s'en vont contraints et forcés, parce qu'ils n'ont pas de perspective en Algérie, ils n'ont pas de perspective de réussir à construire leur vie, à à avoir un métier, à avoir une perspective de vie complète en Algérie. Donc ils s'en vont ailleurs, malheureusement. Heureusement pas tous, mais malheureusement nombreux, au risque de leur vie, et c'est une véritable catastrophe. Excusez-moi, Monsieur Pierre Audin, peut-être une question concernant donc votre situation. Vous êtes aussi algérien. Vous avez reçu le passeport algérien, Monsieur Audin, dernièrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, le pouvoir algérien joue beaucoup sur son image, surtout quand il s'agit des pays de l'Occident. Est-ce que vraiment vous pensez que l'image du pouvoir, du régime algérien a été ternie ces dernières années par ces dépassements en termes des droits de l'homme? Je pense que c'est quelque chose qui est important pour les pays occidentaux. Tout ce qui concerne l'écologie et les droits de l'homme est quelque chose qui est devenu véritablement important. Et donc, c'est un mauvais calcul de la part du pouvoir algérien de ne pas tenir compte de ces impératifs au niveau des droits de l'homme. Ça ne coûte pas grand-chose, ça ne fait pas grand-chose. À l'heure actuelle, le pouvoir français, par exemple, a beaucoup d'opposants, y compris dans la presse, y compris dans les médias. Ça n'empêche pas de continuer à avoir le pouvoir, et ça ne l'empêche pas de continuer à faire toutes ces réformes non populaires ou anti-populaires, comme la retraite, comme un certain nombre de choses qui sont mises en œuvre à l'heure actuelle. Le pouvoir algérien pourrait rester au pouvoir, pourrait garder le pouvoir, tout en supportant, tout en acceptant qu'il y ait une opposition, qu'il y ait en particulier une presse et des médias qui sont pas forcément aux ordres, pas forcément d'accord avec ce que dit le pouvoir. Ça n'empêche pas qu'il reste en place et que les opinions continuent à diffuser, et que lui continue à avoir le pouvoir sans aucun problème. Donc c'est un mauvais calcul, je pense. Je pense que le risque n'est pas si important que ça. Mais par contre, le risque au niveau de l'image du pouvoir, au niveau de l'image du pays, de l'Algérie, c'est effectivement catastrophique. Parce que il y a, à l'heure actuelle, en particulier au niveau de la jeunesse, mais pas seulement, il y a cette volonté de faire aboutir des questions qui concernent les droits de l'homme et qui concernent aussi l'écologie. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Algérie à ce sujet-là, et qu'il y a les moyens de le faire, sans remettre en cause spécialement le pouvoir, mais il y a les moyens de le faire grâce justement à la situation qui fait que le pétrole et le gaz s'achètent cher et donc rapportent beaucoup à la société algérienne. Donc il faut en profiter. Il faut en profiter pour construire une économie, il faut en profiter pour bâtir quelque chose qui ne repose plus exclusivement sur le pétrole et le gaz. Et quels moyens de l'autre côté pour le peuple algérien pour essayer donc de faire face à cette machine répressive, d'après vous, pacifiquement, Pierre? Je crois que c'est important que les Algériens qui sont à l'extérieur manifestent et montrent leur opposition avec cette dérive.
autoritaire et sécuritaire, etc. Je pense que c'est quelque chose d'important parce que c'est plus facile pour un Algérien qui est en dehors du territoire de l'Algérie de s'exprimer que pour un Algérien qui est à l'heure actuelle en Algérie. Le simple fait de faire son travail, un journaliste risque de se retrouver en prison. Pour un citoyen quelconque qui n'a pas la visibilité que peut avoir un journaliste, c'est encore plus risqué, c'est encore plus difficile. Donc c'est aux Algériens qui sont à l'étranger, à la diaspora, de faire en sorte de se faire entendre du pouvoir algérien et des différentes chancelleries, comme dit l'éditorial. Je ne sais pas si vous avez un message particulier avant de vous libérer, Pierre Audin. Non, je pense que il y a à l'heure actuelle une espèce d'impasse et c'est, je pense, au pouvoir algérien, au président, au gouvernement, de se rendre compte et de tendre la main un petit peu avec le peuple, en direction du peuple algérien pour que les choses se passent de façon normale, comme l'Algérie l'a affirmé dans les différents traités qu'elle a signés, dans les différentes organisations. Je veux dire, il fut une époque, pendant la guerre de libération nationale, il était fortement question d'utiliser les structures internationales, l'ONU, etc., pour faire entendre la cause du peuple algérien et pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. Il faut continuer à tenir compte de l'ONU, à tenir compte des instances internationales, de l'Europe, de l'ONU, qui s'inquiètent de ce que fait le pouvoir algérien à l'heure actuelle concernant les droits de l'homme. Ça ne coûterait pas grand-chose d'arranger son image en ce qui concerne le pouvoir actuel, de montrer une certaine bonne volonté pour que finalement les choses s'arrangent entre lui et le peuple algérien. Juste pour rappeler aussi que votre père a sacrifié donc sa vie pour l'indépendance de l'Algérie. Pierre Audin, merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le fils de Maurice Audin. Merci à vous, Monsieur Pierre Audin. Merci beaucoup pour cette invitation. Et j'espère que l'Algérie pour laquelle mon père se battait et pour laquelle mes parents se battaient va avoir le jour prochainement. Qui est le journal du Parti communiste algérien pendant la guerre de libération nationale s'appelait Liberté. Je regrette beaucoup que le journal algérien qui s'appelait Liberté ait été obligé de fermer. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Audin. Je vous remercie pour cette intervention. Et Cherif Lounès, je vais vous donner la parole. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes universitaire, retraité. Bonsoir, Monsieur Cherif Lounès. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez donc de cet article de l'édito du journal Le Monde? Comment vous l'avez trouvé? Votre réaction? Alors, je voudrais tout d'abord saluer quand même le père de Pierre Audin, donc Maurice Audin, qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa vie contre l'oppression coloniale en faveur des Algériens, pour la liberté des Algériens. Et effectivement, si son père était présent aujourd'hui avec nous, je pense qu'il serait complètement détruit de voir comment l'Algérie évolue. Vous vous rendez compte, on est dans une nouvelle année, 2023, et on a un grand journal comme Le Monde, qui est une référence ici en France et en Europe, qui est même dans l'international, parce qu'il est lu dans le monde entier, en Afrique, aux États-Unis et ailleurs, en Amérique latine. Le Monde, c'est une référence. Et il commence son premier article sur l'Algérie en 2023 avec un constat difficile à lire, parce que quand on lit cet éditorial, c'est un éditorial, donc c'est pas l'article. Et cet éditorial commence par quand même par l'arrestation. On est encore là.
comme Audin avait vécu dans son époque les arrestations des journalistes et les scellés sur les médias, donc sur leur journal, lui aussi qui était censuré, on est encore avec les mêmes pratiques, avec les mêmes méthodes. On menotte un journaliste et on va sceller l'organe donc où il travaillait sur ce média. Je voudrais aussi faire une parenthèse. Il a été donc mis sous mandat de dépôt le 29 décembre, Al-Qadi. Un mois avant lui, c'est Gilas Aynouch qui a été condamné à 10 ans de prison pour des dessins, des caricatures sur le président ou sur etc. Alors qu'en France, vous avez une totale liberté en Europe, presque dans le monde entier. Et en Algérie, on condamne à 10 ans de prison un dessinateur pour des caricatures. Bon, il s'est quand même réfugié en France. Mais c'est un paradoxe. Un Algérien, enfant de la révolution algérienne, qui se réfugie chez l'ancienne puissance coloniale. Cette ancienne puissance coloniale dont vous avez commencé votre émission en disant qu'ils viennent de nommer un González. Vous savez que les pieds noirs étaient divers, hein, ils étaient espagnols, italiens, etc. Et González, il a été mis, c'est un député, excusez-moi, Monsieur Chérif Lounès, c'est un député RN, donc Rassemblement National, qui était donc le Front National d'avant, de l'extrême droite, qui a évoqué donc sa nostalgie de l'Algérie française. Et comme ça a été donc dit par Monsieur Pierre Audin, il a été nommé donc à la vice-présidence du groupe France-Algérie. Continuez, Monsieur Lounès. Oui, donc on a un nostalgique qui revient pour être vice-président d'une structure importante parce que c'est dans l'Assemblée nationale française. Et nous avons de l'autre côté des pratiques de l'époque coloniale. Ça ne peut pas marcher. Comment voulez-vous qu'un pays se développe sur tous les plans social, économique, politique, si on est encore là à avoir ces nostalgiques des deux côtés? Parce que on peut dénoncer ceux qui sont en France, mais il faut dénoncer ceux qui sont au pays, qui ont encore des méthodes des années 60. Ça ne peut pas durer. C'est ce que dit d'ailleurs cet éditorial. Il dit qu'il y a un entêtement sécuritaire. On ne peut pas tenir un pays pendant comme ça des décennies que par la force, que par les barrages, que par les contrôles, que par les arrestations, que par la prison, et puis cette guerre civile dans les années 90. On ne peut pas, comme dit toujours cet éditorial, mais c'est quand même malheureux qu'ils le disent sur un pays comme l'Algérie, qui devrait être un pays attirant, avec de l'attrait, avec toute sa richesse humaine, et effectivement sa richesse des hydrocarbures, de son agriculture qui a été un peu saccagée, mais il y a une terre extraordinaire pour l'agriculture en Algérie. Et les minerais, etc. C'est un pays immensément riche qui peut subvenir à toute la population algérienne et au-delà. Donc on est dans une situation de ce pays qui a toutes ses potentialités avec une intelligence extraordinaire chez les nouvelles générations, parce que on a vu ce mouvement de Hirak où il y avait énormément d'étudiants, de jeunesse. Beaucoup fuient, ils partent, comme vous l'avez dit vous-même, ils traversent la Méditerranée et quand ils arrivent en Europe, ils ont des qualités, ils s'en sortent, ils s'installent. Que ce soit des pauvres ou des gens qui sont déjà installés au pays, il y a cette fuite. Pourquoi ? Parce que, comme dit Le Monde, on asphyxie la citoyenneté. Et s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, un pays ne peut pas être fort, ne peut pas se développer, ne peut pas être une puissance régionale ou bien mondiale. Donc, on a M. Tebboune qui vient, qui rencontre, c'est plutôt un journaliste qui est allé le rencontrer à Alger. Vous parlez de l'interview du journal Le Figaro. Le Figaro. Donc on a un journaliste connu en France comme étant un islamophobe notoire, déclaré,
qui a dit à LCI, parce qu'il est chroniqueur en même temps sur LCI, il est directeur adjoint du Figaro, et il est reçu à Alger, alors que cette personne, sur la chaîne LCI française, il avait dit, il a même répété et redit, etc., je déteste la religion musulmane. Qu'est-ce que vous faites à Alger, puisque vous détestez la religion musulmane? Et il est reçu par le président au palais présidentiel avec tous les honneurs. Et il a même dit sur LCI qu'il était allergique quand il voit une femme voilée. Quand il est dans un bus, il y a une femme voilée, lui, il descend. Comment il a fait à Alger pour circuler? Est-ce qu'il est descendu des voitures ou je ne sais pas comment? Comment il a voyagé dans un avion avec des femmes algériennes avec le voile? Puisque lui, il ne supporte pas le voile, il l'a dit plusieurs fois. Voilà. Donc moi, je suis étonné qu'au niveau de la présidence algérienne, il n'y ait pas des gens informés pour dire à M. Tebboune, si vous voulez recevoir le Figaro, pas ce monsieur. Il y a beaucoup de journalistes dans le Figaro, vous faites venir mais aussi la question qui a été posée par Pierre Rodin, Chérif Lounès, aucune réaction des autorités algériennes, du pouvoir algérien sur cette nomination de José González à la vice-présidence du groupe France-Algérie. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que le pouvoir algérien avale des couleurs. Il n'a pas de force, il est faible, il a besoin de la France. C'est ça son grand handicap, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer librement. Vous avez vu qu'on a attendu des décennies pour réclamer les têtes de révolutionnaires algériens qui étaient exposés ici à Paris au Muséum de l'homme naturel, etc. Vous vous rendez compte? Mais un pouvoir digne de ce nom, il y a longtemps qu'il aurait récupéré ces fameuses têtes de nos anciens révolutionnaires. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait dernièrement parce qu'il y a eu des intellectuels qui se sont manifestés, des historiens en Algérie, etc., qui ont réclamé. Mais le pouvoir en lui-même, on n'a pas vu cette réclamation. Donc il est en position de faiblesse. Il ne peut pas aller contre González. Alors c'est vrai, maintenant, González a été élu, parce que la France est un régime démocratique. À l'Assemblée nationale, on a choisi ce doyen, et qui a été donc on ne peut pas aller aussi contre un système démocratique parlementaire français. Mais ils peuvent effectivement. Il y a beaucoup de dossiers qui bloquent dans cette relation algéro-française, Chérif Lounès, et dans l'interview du journal Le Figaro, le point ou la question qui a été posée aussi, ou la condition qui a été posée par l'Algérie par rapport donc aux essais nucléaires à Argan et Taman Rasset, où la pollution est énorme. Nous souhaitons aussi qu'elle prenne en charge les soins médicaux dont ont besoin les personnes sur place. Quelle est votre lecture par rapport à cette question, Chérif Lounès? C'est encore une lecture attristée. On ne peut être que triste. On n'attend pas 60 ans pour demander de nettoyer une zone où a été utilisé des essais nucléaires. C'est quand même aberrant. De même que quand M. Tebboune dit à ce journaliste qu'il faut relancer d'autres relations avec la France. C'est toujours cette phrase qui revient chaque fois qu'il y a un échange avec un président algérien ou donc et l'État français. On revient toujours à dire sa phrase exacte après le journal. Il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère de relations franco-algériennes. Donc chaque fois, on est encore là à relancer des relations 60 ans après. Donc cette question du Sahara, l'Algérie, le pouvoir algérien, doit aussi assumer sa responsabilité. Puisque nous avons appris qu'après l'indépendance,
L'armée française était restée, peut-être une dizaine d'années, je n'ai pas les dates exactes, mais c'était des accords secrets. Elle était restée dans le Sahara et à Mers el-Kébir. Ils avaient aussi une base aérienne. Donc, ils avaient leurs avions et etc. Et ils ont continué à faire des essais nucléaires après l'indépendance. Là, c'est de la responsabilité du pouvoir algérien. Donc voilà, on n'arrive pas à comprendre parce que c'est des choses qui ont été cachées, dissimulées. Et aujourd'hui, on apprend que voilà, l'Algérie demande à la France d'aller nettoyer, comme si l'Algérie ne pouvait pas nettoyer elle-même. Elle n'a pas de compétences, elle n'a pas des capacités pour aller nettoyer. Alors c'est vrai, il y a ce problème des cartes géologiques, les cartes que l'armée française avait. Et pourtant, chez les Flounès, il faut rappeler aussi que des milliers d'Algériens ont été jetés, mais aussi dans des camps de concentration qui étaient à Reguin dans les années 90. Restez avec moi chez les Flounès, je vais revenir à vous. On a été rejoint par Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique qui est avec nous depuis Alger. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Allô, bonsoir et merci de m'avoir invité et bonsoir à nos téléspectateurs et à vos invités. Mes meilleurs vœux, Maître, pour cette nouvelle année. D'abord, quelle lecture peut-on faire pour cet édito du journal Le Monde qui fustige le régime algérien? Maître Nabila Smaïl. Écoutez, d'abord, le contenu de cet édito, ce n'est pas rien. De prime abord, je dirais que c'est un édito qui exprime tout ce que pourrait penser un militant des droits de l'homme, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son appartenance, quelle que soit son orientation politique. Quand il s'agit des droits de l'homme, il y a un minimum à exiger comme réaction quand on voit que ces droits de l'homme sont bafoués sans aucune raison. Donc, cet édito a été très sévère dans ses propos. Il a été aussi objectif parce que il a mis le point sur l'interrogation ou la question que tout le monde se pose, c'est le pourquoi de ce choix sécuritaire devant un peuple qui a demandé un changement d'une façon pacifique. Alors quand il revient sur son point de vue ou sa description du Hirak pour dire que c'est un mouvement qui a forcé le respect à travers le monde entier, l'interrogation vient du fait que ce peuple qui a forcé ce respect sur l'échelle nationale, à l'échelle internationale, soit traité de la sorte. Donc toute l'inquiétude et tous les points d'interrogation viennent du fait que personne ne comprend pourquoi le régime en place traite le peuple de cette façon-là. Parce que vous savez, ce qui est regrettable, au-delà de ce qu'a été rapporté par le journal Le Monde, et c'est dans son édito, ce n'est pas un article ou un reportage, c'est un édito. Donc c'est un travail de groupe et c'est un travail c'est un travail de réflexion. C'est une analyse qui pose problème. Ce qui est regrettable, c'est que nous vivons une répression journalière. Nous vivons un traitement inexpliqué et injustifié. Nous vivons ça après ce que nous avions vécu, c'est-à-dire après une décennie qui a ravagé l'Algérie sur tous les plans, sur le plan humain, les vies humaines, sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, ce régime est en train de maltraiter un peuple qui n'a pas encore pensé ses blessures et qui s'est pas encore débarrassé du traumatisme du passé. Donc, on n'arrête pas de subir des traumatismes avant même qu'il y ait guérison des premiers traumatismes. Vous savez, il y a quelque chose qui nous heurte. C'est cette question qui vise cette question relative à la raison pour laquelle le régime a choisi cette façon de faire ou cette façon de traiter son peuple. Voilà, c'est pas une façon de faire.
parce que ce n'est pas, elle ne répond à aucune norme. La question qui est posée et par les avocats, et par les intellectuels, et par le peuple, et par le petit commerçant d'à côté, qui n'a qu'une seule envie, c'est de partir. La question qui est posée et qui reste sans réponse, c'est le pourquoi de la chose. Est-ce que ce régime se venge d'un peuple qui a demandé un changement d'une façon pacifique, donc il lui a fait passer l'occasion d'utiliser encore la violence pour se maintenir par la violence, ou est-ce qu'il est en perte de perspective? Il y a un déficit de projet, d'alternatives politiques, donc il faut tout fermer pour ne pas montrer qu'il n'a pas de solution politique à une crise politique. Donc, vous savez, c'est énigmatique parce que quand vous écoutez les médias du pouvoir et que vous êtes dans la réalité du terrain et que vous êtes en contact avec le peuple, nous sommes le peuple, et que nous vivons tous les jours que Dieu fait, l'inquiétude des militants, l'inquiétude des citoyens qui sont sortis pacifiquement, qui ont montré le véritable visage de l'Algérien, pacifique, clément, bon, généreux. Quand ces jeunes se demandent pourquoi ils sont convoqués pratiquement tous les jours devant les tribunaux, pourquoi on les empêche de sortir, pourquoi on leur confisque leur passeport pour leur notifier des interdictions de quitter le territoire national. Donc, toutes ces questions-là, quand un peuple pacifique se demande pourquoi il subit une telle répression, la réponse peut être ah oui, on nous en veut parce qu'on n'a pas utilisé la violence. On nous en veut parce que on n'a pas laissé Bouteflika continuer. On nous en veut parce qu'on s'est révolté. Parce que toutes les réponses sont vraies sans être sûres. Donc, ce qui fait de la peine, c'est que la norme, le SMIC dans les droits, le SMIC des droits de l'homme est bafoué en Algérie. Quand vous voyez un défilé de jeunes ou bien des publications, des jeunes qui vous disent nous avons été convoqués au tribunal pour telle date. Nous avons été convoqués à un commissariat de police, alors que c'est des gens qui sont connus pour être des jeunes qui ont organisé les marches du Hirak, qui ont organisé la solidarité pendant les incendies qu'a connu la Kabylie et d'autres régions du pays en 2021. Ils sont convoqués devant le commissaire, devant les postes de police pour être entendus sur la façon avec laquelle ils ont pu récolter des dents. Ça, c'est hallucinant. Parce que dans une catastrophe... pourtant, Maître Nabila Smaïl, ça veut dire ces dépassements et aussi cette injustice ne touchent pas seulement les militants politiques ou les militants des droits de l'homme ou les journalistes, mais aussi leurs familles, Maître Nabila Smaïl. Absolument. Moi, quand je pense au cri de détresse qui a été lancé par les 30 familles, les 30 employés de Radio M, qui a été fermé d'une façon arbitraire, sans aucune décision de justice, quand je pense à ces 30 familles qui ont eu le courage de lancer un cri de détresse pour dire que en fermant cette radio, vous mettez en chômage plus de 30 familles. Je pense aussi à tous ces militants du Hirak, à tous ces activistes qui ont été mis en prison pendant 1 année jusqu'à 2 ans pour s'en sortir avec des acquittements devant un tribunal militaire, mais qui, pendant leur arrestation, ont perdu leur emploi, ont perdu toute chance d'avoir un emploi. Si c'est des jeunes, ils ont perdu la chance de passer un concours. C'est parce que, vous savez, on ne peut pas remplacer un emploi digne de ce nom. On ne peut pas le remplacer avec une prime ou une pension de chômage. On peut pas dire que bon, très bien, on a fait une prime. Oui, ça existe dans tous les pays du monde, mais ça existe quand on n'a pas les moyens de fournir un emploi digne de ce nom. Nos jeunes n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de quitter le pays. Un pays qui pourrait, s'il ouvrait ses portes, s'il y avait une perspective économique réelle, s'il y avait une volonté politique de faire sortir l'Algérie de cette dépendance aux hydrocarbures. L'Algérie est un miracle. C'est un miracle sur cette terre. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer les potentialités que contient ce pays, et vous ne pouvez pas imaginer ce que les jeunes en Algérie peuvent réaliser si on les laissait libres.
Parce que quand Hussein Ahmed avait fait sa thèse sur les droits de l'homme, il ne l'a pas fait par hasard. Il n'a pas choisi de faire sa thèse sur les droits de l'homme et en publiant son livre, l'afro. J'ai le livre. Permettez-moi de le prendre. Il n'a pas choisi de faire sa thèse sur les droits de l'homme comme ça, sur un coup de tête, parce qu'il sait pertinemment. Et tous les hommes, les grands hommes qui ont marqué l'histoire, savent qu'il ne peut pas y avoir de relance économique. Il ne peut pas y avoir de relance économique sans respect des libertés. Parce que c'est quand vous vous sentez libre que vous avez le pouvoir de fabriquer, d'inventer, de réfléchir, de contribuer à l'économie de votre pays. Le livre L'afrofascisme est un livre qui relate les dégâts qu'ont fait les violations des droits de l'homme sur l'humanité, et surtout en Afrique, et nous sommes en 2023, et à ce jour, nous n'avons pas encore compris. On n'a pas de réponse. Vous savez, quand on ramène des jeunes devant des procureurs, et que ces procureurs-là ont des difficultés à trouver l'infraction, à trouver la raison pour laquelle on leur ramène des jeunes, et on lui dit, parce que ça c'est humiliant, et c'est insultant. D'autant plus. On n'a pas de réponse. Vous êtes en train de dire, Maître Nabil Esmaïl. J'aimerais juste revenir à cet édito du journal Le Monde. On peut lire un passage, Nabil Esmaïl, et j'aimerais avoir aussi votre réaction par rapport à ça. L'atmosphère est devenue à ce point étouffante que les Algériens en viennent à considérer que le pluralisme d'opinion se portait mieux sous l'ère de l'ex-Abdelaziz Bouteflika, pourtant honni par sa dérive dans la corruption et le népotisme. Très rapidement, Nabil Esmaïl, par rapport à ce passage. Je pourrais aussi dire que tout ça est peut-être à déviser. Peut-être que tout ce que le peuple est en train de subir, c'est pour le pousser à regretter l'ère Bouteflika. Donc ça peut être aussi une lecture. Alors que c'est-à-dire qu'on punit le peuple d'avoir chassé Bouteflika. Ça peut être aussi une lecture. Mais moi, avant que le monde le dise ou exprime toute cette crainte, nous, les Algériens, on n'arrête pas de dire que cette façon de gérer la question politique en Algérie et la question des droits de l'homme est très dangereuse pour la stabilité du pays. C'est très dangereux de continuer à faire croire aux Algériens qui ne sont pas chez eux, de leur faire croire qu'ils n'ont pas le droit de parler, qu'ils n'ont pas le droit de réagir. Monsieur Tebboune, lors de ses rencontres avec la presse, disait tout le temps, en ce qui concerne la question des droits de l'homme, que il n'y a pas de pays qui peut vivre sans opposition. حنا رانا مع المعارضة اللي ما تسبش. حنا ثاني رانا مع المعارضة اللي ما تسبش. بصح المعارضة اللي تسب ماشي معارضة. Ça, c'est pas de l'opposition. Une opposition qui insulte et qui fait des posts publics sur Facebook pour insulter X ou Y, ça, ce n'est pas de l'opposition. L'opposition, c'est de dire au régime qu'il y a celui qui tient les rênes d'un pays, ta façon de gérer ma vie, ta façon de gérer la société à laquelle j'appartiens, ta façon de gérer l'argent public ne me conforte pas. Elle ne m'arrange pas. Ce n'est pas comme ça. La démocratie et l'opposition, c'est de montrer aux tenants du pouvoir que leur façon de gérer le pays est fausse, qu'il faut ouvrir vers autre chose, qu'il faut accepter les offres et les perspectives et les propositions politiques venant des autres. Moi, je pense que depuis 62, depuis le coup d'État qui a été fait à la constituante, à l'Assemblée constituante, je pense que l'Algérie n'a pas arrêté de recevoir des coups et des violations des lois et des droits. Nous sommes en 2023. Et en 2023, je pense que l'ère a changé. Il faudra se mettre au diapason. On va terminer, l'ère a changé, on va terminer avec ce passage, Nabil Esmaïl, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Si vous pouvez être bref, Nabil Esmaïl. Et là, bien sûr, à la fin de l'édito, on peut lire, il est illusoire de vouloir consolider le front interne pour reprendre le mot d'ordre officiel en asphyxiant la citoyenneté indispensable, ferment de toute nation. Rappelons cette main tendue d'Abdelmadjid Tebboune, cette politique de l'Mcheml. Je vous laisse le mot de la fin très rapidement, Nabil Esmaïl. Je ne sais pas si
Le problème en Algérie a toujours été un problème de volonté politique. C'est un problème de volonté politique. C'est-à-dire que ceux qui tiennent le pouvoir ont très peur de le perdre et ils refusent de le partager et ils pensent que ouvrir le champ politique pour dialoguer avec l'autre pourrait les mettre en péril. Or, c'est l'Algérie qui est en péril. Et quand le pays est en péril, il y va de la responsabilité de tout le monde de se battre pour qu'il n'y ait pas d'extinction d'un État comme l'Algérie. Parce que moi, je dis que les institutions de l'État doivent être au service du peuple et pas au service du régime. Donc, quand on parle de volonté, ça commence par une réelle conférence nationale du dialogue. Il faut aller et laisser les partis politiques travailler. Il faut laisser les journalistes travailler. Il faut laisser les associations s'exprimer. Il faut arrêter d'instrumentaliser la justice pour faire taire tout le monde. Il faut mettre la justice en dehors des conflits politiques. Et c'est ça qui menace le pays. C'est ça qui menace sa stabilité. Les gens sont fatigués. Ils en peuvent plus de ces affaires qui tombent comme une pluie sur les tribunaux, alors que nous sommes en face de dossiers vides. C'est comme si on vous disait, il vous est interdit, sans qu'il y ait de loi, de réfléchir ou de penser autre chose que ce que vous dicte le pouvoir. Nous ne sommes pas des automates, nous sommes des citoyens, et c'est des citoyens qui exercent des droits sur lesquels l'Algérie a signé. Merci, Maître Nabil Asmaïl. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Maître Nabil Asmaïl, avocate militante politique. Elle était avec nous depuis Alger. Un grand merci aussi à Monsieur Pierre Audin, fils de Maurice Audin. Il était avec nous au début de cette émission. Et grand merci aussi à Monsieur Cherif Lounas, universitaire retraité. Il était avec nous depuis Aix en Provence. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.